Raptors looking to force a game 7. Down one. Barnes on the move. Toss out. Barrett 3. Off the heel. La nuit dernière, on a eu le droit à non pas un, mais deux miracles dans la conférence Est. Les deux équipes qui pouvaient être éliminées ont réussi à forcer un Game 7 et on va regarder un petit peu ensemble comment ça s'est passé dans les deux matchs. Alors d'abord, on va aller à Toronto pour regarder un petit peu tout simplement le quatrième quart-temps du côté de Toronto contre Cleveland pour voir un petit peu comment ça s'est passé, justement pour que les Raptors finalement perdent ce quatrième quart-temps et soient obligés de jouer une prolongation, puis arrivent à s'en sortir. Chose assez marquante, j'ai trouvé en regardant le quatrième quart-temps de ce match, c'est que Evan Mobley du coup est de plus en plus utilisé comme porteur de balle pour justement punir la présence de Jakob Poeltl qui jusque maintenant était plus en mode roamer et du coup arrivait à protéger la raquette le plus souvent possible et d'arriver à le mettre dans les actions, ça crée beaucoup plus de décalage pour l'équipe de Cleveland et c'est vrai que ça apporte plutôt de bonnes choses. En fait, dans ces situations-là, Jakob Poeltl ne sait pas trop s'il doit switcher ou s'il doit rester au contact d'Evan Mobley et il a du mal à naviguer les écrans. Et si le switch est opéré, on a maintenant Jakob Poeltl qui défend sur James Harden. Et ça, c'est plutôt barbecue chicken. Regardez, dès que l'opposition a été faite avec James Harden qui a le ballon défendu par Jakob Poeltl, on a un défenseur puis deux qui sont vraiment concentrés. Donc en fait, dans cette situation, Harden attire 3 défenseurs sur son drive et ça ouvre un tir à 3 points. Ça ouvre même plus de situations s'il y avait eu un meilleur placement potentiellement des Cavaliers. Et ça, je trouvais ça très intéressant de la part des Cavs qui ont réussi finalement à enfin dompter ce problème qu'était Jakob Poeltl en utilisant Evan Mobley comme porteur de balle. Vous voyez encore une fois, il envoie un ballon ici à Jarrett Allen, il arrive à récupérer le rebond offensif, mais c'était lui le créateur sur l'action. Plus de Jakob Poeltl, du coup, c'est R.J. Barrett qui défend sur Evan Mobley avec aussi Colin Morables qui essaie de rester justement le défenseur le plus proche du cercle. Vous voyez ici, ça me fait rire parce que R.J. Barrett va être le héros du match, mais si vous voyez la rotation défensive ici, il la fait pas en fait. Et il oublie totalement Evan Mobley qui est trouvé du coup sous la raquette et ça fait un dunk. C'est vrai qu'Evan Mobley du coup a beaucoup été en réussite aussi à 3 points sur la fin de match, mais il est vraiment plus impliqué à la création et à la finition pour battre les Raptors et en fait elle va peut-être être là la clé au Game 7 pour s'en sortir. D'ailleurs, pour égaliser en toute fin de match, ballon à Evan Mobley qui arrive à driver jusqu'au bout et qui va au cercle par-dessus Colin Morables. A l'inverse, l'attaque des Raptors a un petit peu déraillé parce qu'il y a des vrais problèmes de spacing. Regardez à quel point on manque d'espace, même après l'obtention du mismatch, donc Scottie Barnes défendu par Jarrett Allen, vous avez littéralement un mur défendu devant Scottie Barnes qui justement il ne peut pas aller jusqu'au cercle et donc on nécessite beaucoup de tirs à mi-distance qui ne sont pas forcément des tirs très efficaces. Encore une fois, ici Scottie Barnes obtient un mismatch, mais vous avez de nouveau un mur qui est mis entre Scottie Barnes et l'accès au panier et du coup ça complique quand même beaucoup les choses pour l'attaque des Raptors. Ce que les Raptors ont réussi à faire par exemple sur cette action, c'est d'obtenir une passe pour Scottie Barnes assez tôt dans la possession et ici maintenant il peut venir exercer de la pression sur la défense mais en ouvrant des espaces plutôt que d'avoir le ballon dans cette zone là du terrain face à une défense qui crée un mur. Ici c'est beaucoup plus difficile de défendre parce que les rotations arrivent du côté où les joueurs de Cleveland tournent le dos et ne peuvent pas forcément anticiper les coupes qu'il va y avoir vers le panier. Et puis on a eu la prolongation. Alors la prolongation, ça a été un peu compliqué des deux côtés, mais vous voyez encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve ici qui va bien fonctionner pour Cleveland ? Evan Mobley en porteur de balle, il arrive à trouver assez rapidement James Harden dans la zone préférentielle autour de la raquette, et la réalité c'est surtout que il n'y a aucune protection de cercle. Vous voyez que tous les joueurs du côté Toronto sont éloignés du panier, et c'est un tir facile pour James Harden. Et ça vraiment je pense que Cleveland va devoir beaucoup plus le faire. Je pense que James Harden et Donovan Mitchell vont devoir apprendre un petit peu à lâcher la balle et à laisser peut-être la création ou au moins l'initiation du jeu plus à Evan Mobley pour éviter de se retrouver dans des situations beaucoup trop compliquées où on a une défense qui est très présente
autour des deux joueurs et du coup on se retrouve avec un jeu complètement bouché et des tentatives de tir un peu compliquées sur beaucoup de tirs à 3 points, de step back et toutes ces choses-là qu'on préfère éviter si on peut. Et c'est vrai que Cleveland s'est pas mal retrouvé piégé là-dessus avec une très bonne défense de la part de Toronto qui a vraiment réussi à protéger le cercle le plus possible et c'est comme ça finalement qu'ils s'en sont sortis aussi en plus de quelques miracles parce que si on regarde les tirs de Toronto, il y a celui-là qui rebondit déjà 2 fois sur le cercle. Ensuite on a Scottie Barnes qui obtient une situation peut-être un peu chanceuse aussi sur son flotteur et puis pour finir le tir à 3 points qui rebondit 2 fois. Donc vraiment, comment ça va se passer dans le match 7 ? Je pense que ça va être encore un match très serré, mais Cleveland a des solutions pour s'en sortir. Passons maintenant à Détroit-Orlando et essayons de comprendre comment l'équipe d'Orlando est passée de 16 passes décisives en une mi-temps à 19 points marqués dans la deuxième. Alors ce qu'ils ont fait d'assez bien, la part d'Orlando sur la première partie de match, c'est de poser des bons écrans, d'attaquer dans un bon spacing et aussi d'attaquer assez rapidement dans les actions. Ici, vous voyez par exemple, on a l'écran de Desmond Bane qui permet d'avoir un temps d'avance au moment d'attaquer et vraiment, ils ont réussi en anticipant les rotations à attaquer beaucoup la raquette du côté d'Orlando, ce qui a permis d'obtenir de très bons tirs. Comme Détroit a tendance à switcher, au moment où il y a un décalage qui va être créé comme ici après le spin move, vous allez avoir forcément une aide qui va arriver soit de Duncan Robinson, soit de Jalen Duren, et ça ouvre du coup des situations comme celle-ci. Et c'est vrai que Banchero à certains moments peut faire de très bonnes lectures et c'est les moments où ils ont la meilleure attaque. Meilleure attaque est aussi intervenue comme juste ici par exemple, ils attaquent très vite. Dès que le ballon a passé le milieu de terrain, on passe la balle, on drive et on essaye de ne pas laisser justement la défense de Détroit se mettre en place. Et on profite aussi parfois, peut-être je pense au début du match, de trop d'espace donné par Détroit. Regardez ici, Jalen Suggs a beaucoup trop d'espace pour attaquer sur son drive. Pourquoi Javonte Green respecte autant Paolo Banchero à 3 points, ça n'a pas vraiment de sens, il devrait venir bloquer la ligne de drive et c'est vrai que le plan de jeu défensif finalement de Détroit était peut-être un peu trop laxiste et pas assez agressif sur la première partie du match, ce qui a laissé beaucoup d'opportunités finalement à Orlando qui a vraiment capitalisé dessus et qui a réussi à attaquer rapidement, obtenir des situations au cercle pour finalement créer des décalages dans la défense. Et c'est là où la défense de Détroit on la reconnaît pas trop et on l'a plus reconnue dans la deuxième mi-temps. Alors dans la deuxième mi-temps, ce qui vraiment saute aux yeux très vite, c'est qu'on resserre les espaces. Vous voyez ici, on a vraiment des joueurs qui viennent bloquer la ligne de drive et on va beaucoup moins respecter le 3 points. Aussi, une fois que l'écran est posé, on vient faire un mur tout simplement pour gêner le drive de Paolo Banchero qui ici fait un passage en force. Deuxième problème, c'est la baisse de la qualité des poses d'écran qui a du coup beaucoup moins gêné la défense de Détroit qui a pu rester au contact comme ici aux Art Thompson sur Desmond Bane. Ce qu'on a dit qui marchait bien aussi en première mi-temps, c'était justement d'attaquer rapidement. Regardez ici, on a passé le milieu de terrain et il reste déjà que 17 secondes et regardez, ça va être de plus en plus lent. On a un premier écran de Banchero qui permet d'obtenir le switch. Du coup, comme d'habitude, on va avoir le ballon qui revient à Banchero et Banchero ensuite qui appelle un deuxième écran, cette fois d'Anthony Black, pour attaquer Duncan Robinson. Mais ça prend un temps fou, et en plus l'écran n'est pas bien posé, du coup Cade Cunningham peut rester au contact de Banchero, et on a donc le switch voulu à la fin qui n'est pas opéré, et au moment où le ballon est passé à Anthony Black, il reste que 6 secondes dans la possession, et la structure défensive, franchement, n'est pas trop cassée. Il y a un petit décalage de la part de Duncan Robinson, mais il y a le stunt de Ozar Thompson, il y a la rotation au cercle ici, et Tobias Harris vient couvrir potentiellement le alley-oop. Donc finalement, on a un travail qui est plutôt bien fait de la part de Détroit défensivement, mais c'est parce que Orlando met une plombe à rentrer dans ses actions. Et pourtant, dès qu'ils arrivent à toucher la raquette, dès qu'ils arrivent à poser de bons écrans, ils arrivent à obtenir de bons tirs, soit à 3 points, soit au cercle, soit même dans les corners. Le problème, c'est que la qualité des écrans et du mouvement de jeu a été assez rare sur la deuxième mi-temps.
Orlando aussi a tendance à switcher sans vraiment mettre la pression sur le porteur de balle, comme ici avec Cade Cunningham, alors que ça marchait plutôt bien sur les premiers matchs. Et c'est vrai que le switch hold d'Orlando n'est pas forcément, je pense, la bonne solution. Ici, il y a une grosse pression sur Cade Cunningham, le ballon envoyé est un peu une saucisse, et du coup, ça permet d'avoir une contre-attaque de l'autre côté. Alors que quand Orlando fait du switch hold, là finalement il donne un petit peu les décalages qui sont espérés, et de l'autre côté en plus ils n'ont pas réussi à profiter, Orlando en attaque, justement du switch hold lui de Détroit. Détroit qui a fait un très bon switch hold, notamment au-dessus de Paul Reed qui a été vraiment très très bon après être rentré à la place de Jaren Duren qui était sorti un petit peu sur blessure mais qui reviendra en fin de match. Et c'est vrai que d'avoir cette profondeur à l'intérieur aussi avec Isaiah Stewart en protection tierce, ça fait de bonnes choses, surtout que la rotation permet aussi d'avoir des intérieurs qui switchent très bien. Paul Reed, Isaiah Stewart et Jalen Duren peuvent switcher sur des extérieurs. Ici, belle lecture de Paul Reed qui vient justement bloquer Paolo Banchero qui était en train d'attaquer sur Duncan Robinson, mais ça, c'est une bonne situation pour Orlando. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'avoir un ballon dans la zone centrale du terrain où il est plus facile de venir mettre un mur, ici, regardez où se concentrent les joueurs, ils sont tous concentrés sur le ballon. Donc c'est-à-dire que là, Desmond Bane, qui est ici, et Da Silva qui sont juste là, ne sont pas regardés par la défense. Du coup, au moment où ils coupent vers le cercle, vous avez des mecs qui sont en retard parce qu'ils n'ont pas eu le temps de venir le voir. Alors, ok, il y a un contre parce qu'il y a une très bonne rotation au cercle, mais c'est le genre de situation que Orlando doit essayer d'obtenir plutôt que faire des systèmes qui sont déjà vus longtemps à l'avance par Détroit. Quand je parle de manque d'originalité dans le jeu d'Orlando, regardez ici, on retrouve notre écran de Paolo Banchero pour Cade Cunningham. Cade Cunningham, c'est exactement ce qui va se passer. Suggs ne va pas attaquer en 1 contre 1 sur Tobias Harris, il va repasser le ballon à Paolo Banchero et ça loupe pas. Et ça, vraiment, d'avoir un manque de mouvement, de mettre trop de temps à rentrer dans tes actions et en plus de faire toujours les mêmes actions, forcément, ça crée des problèmes en attaque et t'enchaînes les tirs loupés parce que tu n'arrives pas à créer de bonnes situations. Ici, il n'y a pas vraiment de décalage qui est créé avec le end-off de Wendell Carter Jr. Et concrètement, sur la deuxième mi-temps, Orlando a aussi manqué de chance, manqué de variance et a envoyé beaucoup de saucissons qui ne sont pas rentrés. Mais en même temps, il y a peu de décalages qui ont été créés. Et la surchauffe à 3 points, du coup, n'a pas été là, n'a pas permis finalement d'inviter Détroit à être encore plus offensif. Et du coup, Détroit a concédé les tirs qu'ils acceptaient, donc les pull-ups à mi-distance, les pull-ups à 3 points, en essayant le plus possible de fermer la raquette et d'éviter d'avoir aucun lay-up laissé à Orlando. Et regardez ici, même quand la structure défensive finit par casser, vous avez des très belles rotations au cercle. Regardez Ozar Thompson qui annihile totalement le lay-up de Wendell Carter Jr. C'est magnifique. Autre aspect très important, il n'y a pas eu de rebond offensif pour Orlando. Alors qu'Orlando a loupé 34 tirs sur la deuxième mi-temps, ils ont obtenu que 2 rebonds offensifs, là où Détroit a obtenu 7 rebonds offensifs sur 24 tirs loupés. Donc on a une approche bien plus intelligente de la bataille des possessions de la part de Détroit qui, en plus d'avoir créé plus de pertes de balles, a aussi obtenu plus de deuxième chance alors qu'ils en avaient techniquement moins besoin. Et c'est là aussi la bataille des possessions dans des matchs parfois qui se jouent à pas grand chose est aussi important. C'est surtout des matchs en plus qui sont très lents, on attaque beaucoup sur du 1 contre 1, on attaque beaucoup de mismatch, donc obtenir des munitions en plus sur des attaques aussi peu efficaces, c'est hyper important. Et plus souvent, l'attaque de mismatch, c'est de la réussite, même quand c'est bien fait. Regardez ici, on a un premier switch qui est obtenu sur Wendell Carter Jr. Et ensuite, move très smart de la part de Détroit, c'est Javonte Green qui vient poser un écran sur Desmond Bane. Donc là, ce qui se passe, c'est que Javonte Green monte, mais vite, Jalen Suggs finalement récupère le marquage pour aller protéger l'écran lui-même. À ce moment-là, Jenkins reconnaît directement qu'ils sont en train de pré-switcher et du coup va lui-même poser un écran et maintenant Desmond Bane est piégé et il est obligé de défendre Cade Cunningham alors que c'était ce que vraiment il cherchait à éviter, mais d'un autre côté ça reste un mi-distance contesté et ils ont eu plus de réussite là-dessus Détroit que Orlando sur la deuxième mi-temps, mais il y a quand même une grosse partie de réussite et ça reste quand même 2 attaques vraiment pas très originales avec beaucoup
d'attaque de mismatch, qui essaye de créer du décalage le plus possible en attaquant les petits joueurs en face, mais ça ne crée pas forcément toujours de très bons tirs. Beaucoup de réussite justement sur les pull-ups, même si du coup, je pense que Détroit a plus de profondeur et quand il s'agit d'attaquer un décalage, d'avoir un joueur comme Duncan Robinson qui peut punir à la fin du match, et ben ça fait de belles différences. Alors voilà un petit peu comment Détroit s'en est sorti contre Orlando et aussi comment Toronto a réussi à forcer un Game 7 contre Cleveland. Et bah, du coup, moi je vous invite à nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur un Game 7 et probablement aussi lundi, peut-être pour des vidéos ou un live. On se tient au courant. En tout cas, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.